Bonjour, mon nom est Sylvie Galland et je suis conseillère principale en ressources humaines. Je suis responsable du dossier de la gestion du rendement du personnel non cadre. Je travaille dans la fonction publique depuis 18 ans, dont 7 ans en tant que conseillère en gestion du rendement. Les discussions préalables à l'examen du rendement et à l'attribution des cotes sont un sujet un peu complexe, mais ils sont nécessaires au processus de gestion du rendement. Je fais donc de mon mieux pour que vous restiez tous engagés tout au long de la présentation. Cette présentation a été élaborée pour vous informer de vos responsabilités en tant que gestionnaire et pour vous guider dans l'évaluation du rendement au sein de vos équipes. La présentation d'aujourd'hui s'adresse aux gestionnaires du personnel non cadre. Nous commencerons par examiner le but et les avantages des discussions préalables. Ensuite, nous examinerons les éléments clés à prendre en considération pour garantir que tous les membres de l'équipe de gestion ont une compréhension et une approche commune de l'évaluation du rendement des employés à la fin de l'exercice. Enfin, je vous présenterai des ressources utiles pour vous aider dans cet exercice. Que sont les discussions préalables? Il s'agit de sessions de planification proactive destinées aux équipes de gestion et conçues pour optimiser le rendement en abordant les facteurs pertinents, en définissant les attentes et en veillant à ce que toutes les personnes impliquées soient sur la même longueur d'onde avant que les évaluations de rendement des employés n'aient lieu. Maintenant, le but des discussions préalables. Les discussions aident les équipes de gestion à clarifier les attentes, à se préparer, à planifier et à garantir une compréhension et une approche commune de l'application de l'échelle de cotation lors des évaluations du rendement à la fin de l'exercice. Les discussions comprennent une réflexion sur le contexte opérationnel de l'année précédente. Elles contribuent à garantir une compréhension commune des gestionnaires sur la manière d'interpréter et d'utiliser l'échelle de cotation. Ça renforce la transparence et l'équité dans l'évaluation du rendement au sein des équipes de gestion du ministère. Les résultats attendus de la directive sur la gestion du rendement du secrétariat du Conseil du Trésor sont d'assurer l'équité et l'uniformité dans l'ensemble de la fonction publique. Les discussions préalables favorisent une approche cohérente, elles réduisent les préjugés potentiels, elles permettent de connaître les points de vue des collègues sur les questions relatives à la gestion du rendement, et elles favorisent une responsabilité partagée pour des normes communes lors de l'attribution des cotes. Les discussions se concentrent sur 4 domaines clés. Tout d'abord, le contexte opérationnel. Ensuite, les approches et les problèmes courants, donc les préjugés. Puis l'application de l'échelle de cotation pour les objectifs de travail, le quoi. Et enfin, l'application de l'échelle de cotation pour les compétences essentielles. Comment nous faisons notre travail. Non seulement les employés doivent atteindre leurs objectifs de travail, mais la manière dont ils s'y prennent est tout aussi importante. Tout d'abord, approfondissons un peu sur le sujet du contexte opérationnel de l'équipe, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir au déroulement de l'année écoulée. Une analyse de l'environnement est essentielle. Les objectifs opérationnels globaux du plan de travail ont-ils été atteints? Des ajustements ont-ils été apportés en cours de route et si oui, lesquels? Avons-nous connu une crise ou un obstacle qui aurait pu entraîner une modification de nos priorités de travail? Qu'est-ce qui a contribué au succès ou aux échecs? Dans quelle mesure les employés sont-ils responsables? Certains groupes avaient-ils des objectifs de travail plus ambitieux que d'autres? Qu'est-ce qui aurait eu un impact sur votre programme ou votre prestation de service? Les incendies de forêt de l'été en sont un exemple. Est-ce que certains membres de notre équipe n'ont pas été en mesure d'atteindre les objectifs spécifiques en raison des incendies? La pandémie de COVID-19 en est un autre exemple.
donc la façon dont un facteur externe peut potentiellement avoir un impact sur les objectifs de travail de nos employés. Un autre élément clé à aborder est celui des approches et problèmes courants, ce qui implique discuter des préjugés et de la manière dont ils peuvent potentiellement influencer la façon dont nous évaluons le rendement d'un employé. C'est le cas, par exemple, d'un employé qui travaille à distance. Un préjugé potentiel susceptible d'influencer l'évaluation de son rendement pourrait être le préjugé de visibilité. Certains gestionnaires peuvent avoir tendance à moins bien coter les employés à distance parce qu'ils ne les voient pas aussi souvent que ceux qui sont au bureau. On suppose souvent qu'ils sont moins productifs. Un autre exemple pourrait concerner les préjugés de récence. Ce préjugé se produit lorsque l'évaluation d'un employé par un gestionnaire est influencée par les événements ou le rendement le plus récent. Par exemple, si un employé a connu une période difficile au cours des dernières semaines précédant l'entretien d'évaluation, le gestionnaire risque de se concentrer sur cet événement et de négliger le rendement global de l'employé sur l'ensemble de l'année. Certains gestionnaires estiment que les nouveaux employés ne devraient pas s'attendre à recevoir plus qu'une mention « réussi moins » parce qu'on ne devrait pas s'attendre à ce qu'ils fonctionnent à pleine capacité étant donné qu'ils sont en phase d'apprentissage. D'autres gestionnaires soutiendraient que la dotation est basée sur le mérite et que les nouveaux employés sont recrutés en partant du principe qu'ils sont capables de faire leur travail lors de leur nomination. En tant qu'équipe de gestion, assurez-vous que vous avez une compréhension commune de la manière d'évaluer les nouveaux employés qui sont en phase d'apprentissage. Un autre exemple est la tendance centrale. Certains pensent que chaque employé devrait recevoir la cote « réussi ». Il s'agit là d'un exemple où on ne veut pas prendre de risques. Ça ne rend pas service aux employés puisque ça minimise les réalisations des employés exceptionnels et ça ne tient pas compte de ceux dont le rendement est inférieur à la moyenne et qui ont un besoin de conseils ou d'un soutien supplémentaire. Veillez à ce que chaque employé soit évalué en fonction de ses propres mérites. Donc, en résumé, soyez conscient de vos préjugés et de leur impact potentiel sur votre équipe. Pour une description des différents types de préjugés inconscients, veuillez vous référer aux ressources de la section fin d'exercice de notre site intranet. Pour votre référence, vous pouvez également trouver une liste des cours de sensibilisation aux préjugés de l'École de la fonction publique du Canada sur notre site intranet. Le lien se trouve à la fin de la présentation. Passons maintenant à l'application de l'échelle de cotation pour les objectifs de travail qui représentent les résultats et les réalisations attendues. Il s'agit de ce que les employés ont accompli, leur réalisation. Les employés occupant des fonctions similaires et ayant des objectifs de travail et des indicateurs similaires devraient recevoir les mêmes cotes pour un même niveau de réussite. Alors, comment pouvons-nous y parvenir? En ayant des discussions préalables avant de rencontrer les employés individuellement et d'attribuer des cotes. Cette échelle de cotation en 5 points a été élaborée par le secrétariat du Conseil du Trésor. L'équipe de gestion doit parvenir à une compréhension commune de l'application de l'échelle de cotation du secrétariat du Conseil du Trésor. Des exemples accompagnent sa définition, sont présentés à la page suivante. N'a pas atteint. Bien qu'un employé ait reçu des conseils supplémentaires et qu'il n'y ait pas de circonstances visibles indépendantes de sa volonté, les objectifs de travail n'ont toujours pas été atteints. Le travail n'a pas été achevé à temps, il contenait des inexactitudes critiques et a eu un impact négatif sur l'équipe.
lorsqu'un employé obtient la cote n'a pas atteint, le gestionnaire doit consulter le service des relations de travail et un plan d'amélioration du rendement est nécessaire et sera automatiquement généré par l'application de gestion du rendement de la fonction publique. Réussit moins. L'employé rencontre certains des objectifs de travail, mais pas tous. L'employé a du potentiel, mais a besoin d'aide dans certains domaines. Réussi implique que le rendement de l'employé répond pleinement à toutes les attentes. Il s'agit d'un bon employé. Ça signifie qu'il fait son travail et atteint tous les objectifs qui lui ont été assignés. Réussi plus suggère que le rendement de l'employé dépasse les attentes et génère constamment des résultats supérieurs à ceux requis pour le poste. L'employé contribue de manière significative à l'atteinte des objectifs de l'organisation, l'unité de travail. L'employé dépasse ses objectifs de travail tout en ayant besoin de moins d'instruction et de soutien que son niveau. Surpasser suggère que le rendement est exceptionnel. L'employé apporte une contribution exceptionnelle à la réalisation au-delà des objectifs de l'organisation. L'employé produit constamment des résultats d'une valeur exceptionnelle qui sont ressentis à l'extérieur de l'unité de travail. L'employé est un modèle. Voici quelques exemples de description des codes pour les objectifs de travail fournis par le secrétariat du Conseil du Trésor. Un lien à la fin de cette présentation vous renvoie à leur page intranet afin que vous puissiez prendre le temps de les assimiler. N'a pas réussi. Il s'applique lorsque le travail n'est pas achevé dans les délais et qu'il contient des inexactitudes critiques. Dans ces situations, il y a des conséquences négatives importantes sur les résultats de l'équipe. Lorsque le travail d'un employé nécessite souvent des révisions et des corrections et que l'employé a eu besoin de conseils supplémentaires pour atteindre les objectifs de travail au-delà de ce qui est normalement attendu pour son niveau, la cote réussit moins peut être attribuée. Lorsqu'un employé a atteint les objectifs de travail dans les délais prescrits et que les résultats ont eu un impact clair et positif sur les objectifs de l'organisation, ça représente la cote réussie. Il s'agit d'un score parfait. Lorsque le travail d'un employé dépasse les indicateurs et les normes ou n'a nécessité que très peu de révisions ou de changements mineurs, moins que prévu, et que les résultats ont eu un impact ou un effet positif direct et significatif sur la réalisation ou les objectifs de l'unité de travail, de l'organisation ou du ministère, ça représente la cote réussie plus. Le travail des employés qui reçoivent la cote surpassée est minutieux, exempt d'erreurs et sert de modèle aux autres. Cette cote s'applique lorsque le résultat a eu un impact très important et a joué un rôle essentiel dans la réalisation d'objectifs cruciaux pour l'unité de travail, l'organisation ou le ministère. Lors de l'évaluation des objectifs de travail, le gestionnaire s'intéresse à la cohérence avec laquelle l'employé atteint ou dépasse les indicateurs de rendement. Voici quelques questions pour engager les discussions des équipes de gestion sur les objectifs de travail. Compte tenu du contexte opérationnel, certains objectifs de travail étaient-ils plus importants que d'autres au sein de votre unité de travail? Quelle est votre approche dans le cas où un employé ne parvient pas à atteindre un élément non critique? Ceci est particulièrement important lorsqu'il existe des objectifs communs. Compte tenu de vos discussions sur le contexte de votre activité au cours de l'année écoulée, est-il possible qu'un employé n'atteigne pas un objectif de travail tout en recevant une cote globale de réussi ou réussi plus? Et dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Quel type de documents ou de preuves utiliseriez-vous pour évaluer équitablement les indicateurs? Les indicateurs communs devraient être évalués à partir des mêmes sources de données. Les gestionnaires doivent attribuer 2 cotes à chacun de leurs employés.
La première s'applique aux objectifs de travail et la seconde à la démonstration des compétences essentielles. L'ensemble des cotes est utilisé pour calculer la cote de rendement globale. Examinons les compétences. Comment les employés effectuent leur travail est tout aussi important que ce qu'ils font. Il existe 4 types de compétences. Les compétences essentielles sont obligatoires pour tous les employés de la fonction publique fédérale. Nous en parlerons plus tard dans la présentation. Les compétences fonctionnelles sont les compétences que doit posséder un groupe particulier d'employés comme les agents de service à la clientèle, les spécialistes des finances, les analystes de programmes ou les professionnels des ressources humaines. Elles s'appliquent lorsque cela est jugé nécessaire. Alors que les compétences techniques sont les compétences propres à un travail en particulier. Elles peuvent être définies par le gestionnaire ou l'organisation en fonction de la nécessité d'un rôle particulier. À titre d'exemple, on peut citer la maîtrise des logiciels et outils de gestion financière pour l'analyste financier, ou la capacité à utiliser des logiciels statistiques pour l'analyste de données. Les compétences en matière de technologie de l'information peuvent inclure la maîtrise de langages de programmation tels que Java. Finalement, les compétences clés en leadership décrivent les comportements attendus des cadres supérieurs au sein de la fonction publique. Elles peuvent être utilisées pour les gestionnaires et les superviseurs. Tout comme le tableau des objectifs de travail, voici ce que le secrétariat du Conseil du Trésor a élaboré pour les compétences essentielles. Tous deux utilisent la même échelle de cotation en 5 points, de n'a pas atteint à surpassé. Ils fournissent des définitions des cotes et des exemples de ces cotes que nous verrons sur la page suivante. Pour des compétences essentielles, l'échelle de cotation est basée sur la fréquence et sur le type de situation dans lesquelles un comportement efficace est démontré. Par fréquence, nous faisons référence à comment souvent le comportement se manifeste. Est-il constant ou rare? Et par type de situation, nous faisons référence au contexte dans lequel le travail a été effectué. S'agissait-il d'une situation quotidienne typique ou d'une situation nouvelle ou difficile? Examinons maintenant chacune des cotes. La cote n'a pas atteint est donnée lorsqu'un employé a rarement ou n'a jamais manifesté de comportement efficace. Le gestionnaire doit consulter le service des relations de travail. Un plan d'amélioration du rendement est nécessaire et sera automatiquement généré par l'application de gestion du rendement de la fonction publique. Dans le cas de réussi moins, cette cote est attribuée lorsqu'un employé fait preuve de comportement efficace de manière irrégulière dans des situations quotidiennes typiques. L'employé a du potentiel, mais a besoin d'aide dans certains domaines. La mention réussie est attribuée à un employé qui fait constamment preuve de comportement efficace dans des situations quotidiennes typiques et qui ne commet que rarement des erreurs. Le secrétariat du Conseil du Trésor reconnaît que c'est impossible d'être parfait en tout temps et qu'il est donc possible qu'il y ait des écarts peu fréquents. Mais ce qui est important ici, c'est que les écarts n'ont qu'un impact minimal sur l'équipe. Ça signifie que l'employé fait preuve d'un comportement efficace dans les 4 compétences essentielles. Tout comme pour les objectifs de travail, l'employé répond pleinement aux attentes, à l'exception de quelques écarts peu fréquents. La cote réussi plus est donnée lorsque l'employé fait fréquemment preuve d'un comportement efficace dans diverses situations, plus que quotidien. Il s'agit de la manière dont l'employé se comporte ou réagit lorsqu'il est confronté à des situations nouvelles, voire même difficiles. Les écarts sont toujours possibles, mais ils sont très rares et n'ont qu'un impact minime sur l'équipe. La cote surpassée est donnée lorsqu'un employé fait constamment preuve de comportement efficace dans un large éventail de situations très difficiles. L'employé est un modèle. Cette page présente des exemples du secrétariat du Conseil du Trésor pour chacune des cotes des compétences essentielles.
Un lien à la fin de cette présentation vous renvoie à leur page intranet afin que vous puissiez prendre le temps de les assimiler. Un exemple de n'a pas atteint est celui d'un employé qui a généralement du mal à manifester des comportements efficaces. Les lacunes ont une incidence fortement négative sur le travail de l'équipe, le moral, l'environnement de travail ou la qualité du travail. Un exemple de réussi moins est lorsque l'employé a une certaine difficulté à manifester des comportements efficaces. Les lacunes peuvent avoir une incidence négative sur le travail de l'équipe, le moral, l'environnement de travail ou la qualité du travail. Lorsqu'on attribue la cote réussie, l'employé apporte une solide contribution et a une incidence positive sur l'équipe, et ce de façon générale. L'employé manifeste constamment des comportements efficaces dans les situations typiques. Les rares lacunes qui auraient pu se produire ont eu une incidence minime sur le travail de l'équipe. Réussi plus est attribué lorsque l'employé apporte une solide contribution et a une incidence fortement positive sur l'équipe. Les très rares lacunes qui auraient pu se produire n'ont eu qu'une incidence minime sur le travail de l'équipe. Lorsqu'on attribue la cote surpassée, on fait référence à un employé qui apporte une contribution exceptionnelle et constitue un modèle de comportement efficace dans une grande diversité d'actions quotidiennes, dans la prise de décision et dans des situations comportant de très grands défis. De nombreux exemples concrets de comportements efficaces sont évidents. Les actions quotidiennes peuvent inciter les autres à imiter le comportement de l'employé. L'employé est un modèle pour les autres. Les 4 compétences essentielles qui s'appliquent à tous les employés de la fonction publique sont faire preuve d'intégrité et de respect, réflexion approfondie, travailler efficacement avec les autres et faire preuve d'initiative et être orienté vers l'action. Chaque compétence essentielle est associée à des indicateurs comportementaux qui aident les gestionnaires à évaluer ces comportements essentiels. Lors de l'examen du rendement et des discussions sur les cotes, l'équipe de gestion doit non seulement avoir une compréhension commune de l'échelle de cotation, mais aussi se familiariser avec les indicateurs. Je vous laisse revenir sur cette diapositive par vous-même afin que vous puissiez prendre le temps de bien les assimiler. Le lien vers une version plus détaillée fournie par le secrétariat du Conseil du Trésor se trouve à la fin de cette présentation. Cette page permettra de guider les équipes de gestion dans leurs discussions sur les compétences essentielles. Quels comportements efficaces ont le plus grand effet positif sur vos opérations? Et quelle importance devrait-on y accorder? Est-ce que chaque gestionnaire peut donner un exemple relativement à l'utilisation de comportements efficaces dans lequel une compétence a été fortement démontrée et un exemple dans lequel une compétence faisait clairement défaut? Est-ce possible qu'un employé ayant de sérieux problèmes à démontrer certains comportements attendus ne soit pas parvenu à démontrer qu'il possède une compétence donnée, mais obtienne quand même une cote réussie ou réussi plus? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Pour obtenir la cote réussie, est-ce suffisant de ne pas manifester de mauvais comportements? Ou doit-il y avoir des exemples concrets de bons comportements? En résumé, vos discussions doivent porter sur les 4 domaines principaux suivants. Contexte opérationnel. Comment le contexte opérationnel peut-il influer sur la manière dont vous évaluez le rendement individuel ou envisagez la réussite? Approche et problèmes courants. Il s'agit de vérifier certaines de vos hypothèses et de vos préjugés et de voir comment ils peuvent influer sur l'évaluation. Application de l'échelle de cotation pour les objectifs de travail. Les employés occupant des fonctions similaires et ayant des objectifs de travail et indicateurs similaires devraient recevoir les mêmes cotes pour un même niveau de réussite. Au sein de vos équipes de gestion, existe-t-il une compréhension commune de la différence entre réussi et réussi plus? Et qu'en est-il des autres cotes?
L'application de l'échelle de cotation pour les compétences essentielles. Une organisation doit avoir une compréhension commune des 4 compétences essentielles en action et des comportements qui ont le plus d'impact positif sur ses activités. Les discussions préalables doivent se tenir avant les évaluations du rendement de fin d'exercice des employés. Là encore, la cohérence, l'équité et la transparence sont essentielles. Toutes les ressources de cette présentation sont disponibles sur notre site intranet sur la gestion du rendement. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions par l'intermédiaire de notre courriel générique. N'hésitez pas à nous joindre en utilisant l'adresse électronique figurant sur cette page. Merci.